sur le plan philosophique, moi personnellement, je ne me situe pas dans l'approche dualiste, c'est-à-dire dans l'approche du ressentiment, où le conflit est vu comme quelque chose de mauvais. Je m'inscris dans l'approche, je dirais, naturaliste du conflit, dans l'approche marxiste et hégélienne du conflit, qui estime quand même que l'homme, dans la nature, a une pulsion, n'est-ce pas, a de l'instinct. Et cet instinct, cette pulsion, cette dynamique est à la base, n'est-ce pas, du conflit. Vous savez, la vie, par définition, est le terrain du conflit, c'est-à-dire de l'affrontement des forces. C'est des principes de base sur lesquels nous pouvons élaborer notre approche par rapport au conflit. Le conflit, n'est-ce pas, n'est pas quelque chose qui souvent est capté par l'approche religieuse, l'approche moraliste, où on voudrait penser que la paix, n'est-ce pas, ou le fait qu'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de dynamique, eh bien, cela conforte la faiblesse de l'homme, du réseau le plus faible que nous sommes, et nous donne une sensation, n'est-ce pas, d'une forme de quiétude. Mais l'évidence, eh bien, c'est que l'histoire, n'est-ce pas, est le déploiement, comme le dit Karl Marx, est le déploiement, n'est-ce pas, du conflit. S'il n'y avait pas de guerre, s'il n'y avait pas de confrontation, eh bien, l'histoire humaine ou l'histoire de l'être du vivant sera une histoire très plate. Et donc, le conflit devient moteur, n'est-ce pas, de l'histoire. Si on n'est pas dans cette approche naturaliste, si on n'est pas dans cette approche, je dirais, dynamique de la saisine même du concept de conflit, eh bien, on devient facilement une proie, puisque la loi naturaliste, c'est la loi de la jungle, c'est-à-dire que c'est les plus forts qui dominent les plus faibles. Et quand on comprend cette dynamique, on se positionne mieux, non seulement pour se défendre, mais pour élever, n'est-ce pas, tous les mécanismes de puissance pour pouvoir exister. Mais si nous restons dans cette approche assez moraliste, dualiste du conflit, on est victime de ce conflit. Et ceux qui nous font victimes, dans leur démarche, se trouvent confrontés, puisque c'est un rapport de force qui détermine la vie. Alors je voudrais quand même asseoir cette base philosophique de dialectique, de l'altérité, qui fait en sorte que même notre conscience progresse dans cette forme de mise en cause, cette forme où nous arrivons au paradigme où le conflit amène au dépassement du conflit. Alors, cette base historique posée, cette base philosophique posée, je voudrais donc déconstruire cette idée qui est assez incrustée auprès de nos intellectuels qui pensent que l'Afrique était une île calme, une Riviera où il n'y avait pas de conflit, il n'y avait pas de guerre. Non, l'histoire humaine est faite de conflits, de guerres et de conquêtes, même au sein, n'est-ce pas, du continent africain. Ceci étant dit, c'est parce que les Africains ont perdu ou à un moment donné se sont laissés un peu s'endormir, n'ont pas élevé les stèles, n'ont pas d'une certaine manière fondamentalement travaillé sur les éléments de puissance et de rapport de force qui a fait en sorte que les autres sont arrivés dans une dynamique de violence, de conflit, dans une dynamique existentielle pour eux, de venir s'attaquer à l'Afrique, prendre ses meilleurs éléments, les déporter, et donc c'est ça l'esclavage, revenir encore au début de l'industrialisation au 19e siècle pour pouvoir produire sur place par le travail forcé et s'accaparer des ressources pour nourrir le capitalisme occidental et enfin établir une forme de néocolonialité d'impérialisme sur le continent. Nous sommes donc dans un champ dynamique de conflit, de rapport de force qui est à la base même, n'est-ce pas, de la vie, qui est un champ, n'est-ce pas, de conflit,
de guerre et de violence d'une certaine manière. Ceux qui arrivent à imposer la paix, c'est parce qu'ils arrivent, ils ont compris cette dynamique et ils travaillent. On dit souvent que celui qui veut la paix, eh bien, prépare la guerre. Mais quand vous êtes un peu dans bisounours, dans votre idéal d'un monde parfait, etc., et vous êtes donc, dans une certaine mesure, la proie facile pour ce qui existe en comprenant cette dynamique naturaliste. Alors, aujourd'hui, quand on en vient à la question, votre question, la question, n'est-ce pas, est-ce que les Africains sont capables de résoudre les problèmes de conflit? Je dirais d'abord qu'il faut convoquer la topologie du conflit sur le continent africain. Cette topologie nous amène à, selon l'Institut de recherche sur le conflit d'Oslo, à déterminer à peu près 40 à 70 conflits majeurs qui ont émaillé le continent depuis les indépendances. Et quand on compte les conflits fratricides, on arrive à peu près à 200 conflits qui ont endeuillé le continent. Mais ces conflits, c'est quoi les éléments du casus belli? Vous comprendrez alors que les éléments du casus belli, c'est d'abord cette faiblesse des Africains à ne pas assumer leur souveraineté, à ne pas assumer leur capacité à protéger, n'est-ce pas, leur territoire de vie et à laisser les prédateurs, les voleurs, les violents, un peu comme si vous avez une maison que vous ne protégez pas, bien évidemment que vous allez attirer des voleurs. C'est aussi ça, n'est-ce pas, la question fondamentale. Donc cette faiblesse, le fait qu'on a laissé tomber nos défenses, qui nous met dans cette situation. Alors, les éléments du casus belli, d'abord, c'est un héritage historique et colonial. Du moment où les Occidentaux ont décidé à la conférence de Berlin, novembre 1884 à février 1885, de dépecer, de saucissonner, de diviser, de balkaniser le continent, ils créent les germes conflictuels qui continuent à endeuiller le continent aujourd'hui, puisque nous sommes dans leur zone d'influence. Et ceux qui ont la paix, en réalité en Afrique, les pays qui ont la paix, c'est parce qu'ils sont dans la zone d'influence d'un plus puissant. Donc c'est le puissant qui garantit la paix dans cette zone. Du moment où tu veux te déplacer de cette zone, on te crée la violence, on te crée le conflit. Et c'est ça qui justifie le terrorisme, par exemple, dans le Sahel, et tous les problèmes que les pays de l'AES ont, par exemple. Tant que vous restez soumis dans la zone d'influence d'exploitation d'un plus puissant, vous avez un sentiment de paix. Mais ce sentiment de paix, il est illusoire et il n'est pas durable dans le temps et dans l'espace. Donc la question des frontières artificielles, la question aussi de l'héritage institutionnel, parce que les États que nous avons hérité du colon, c'est des systèmes d'États prédateurs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas conçus pour le bien-être des Africains. Ils sont conçus pour exploiter, n'est-ce pas, les terres et les personnes. Donc, quand nous avons pris l'indépendance, nous n'avons pas changé fondamentalement les bases de cet héritage institutionnel qui était orienté vers l'exploitation, vers la violence. Donc l'État en Afrique, c'est des États, des systèmes de gouvernance de violence. La preuve, vous voyez comment, dans la plupart des pays africains, l'État n'est pas là pour protéger les citoyens, l'État n'est pas là pour assurer le bien-être des citoyens, l'État est là pour opprimer, pour faire preuve de violence, exactement comme le colon le ferait, n'est-ce pas, dans son système impérialiste. Et quand vous comparez les pays occidentaux, la façon dont ils traitent leurs propres citoyens et la façon dont les États africains traitent leurs propres citoyens, vous avez donc la réponse au fait de cet héritage, n'est-ce pas, colonialiste de violence qui est intrinsèque même à la structure d'État que nous avons hérité, que nous ne changeons pas parce que ça profite à une minorité. Et tant que cette minorité est bien placée et qui arrive à satisfaire ses besoins, eh bien, il s'en fout de la majorité. Et c'est ce qui justifie également toute forme de pauvreté que nous avons sur le continent. L'autre élément, c'est la faiblesse institutionnelle, la gouvernance. Donc, du moment où nous avons des institutions fragiles, ces institutions-là, au gré, n'est-ce pas, de la volonté du dictateur,
tous ces éléments-là constituent aussi des moyens de conflit. Le manque de légitimité des États que nous avons ou des institutions que nous avons. La question de la pauvreté, la question également d'inégalité qui aussi est source de conflit, et enfin les ressources. Les ressources, et là nous revenons au b.a.-ba, n'est-ce pas, de la question économique. L'immensité des besoins face à la rareté des ressources qui crée le conflit, même au sein d'une même famille. Et quand vous voyez toujours une situation de conflit, vous allez voir qu'il y a trois éléments qui se dégagent. Il y a la question, il y a la question des intérêts qui est en jeu, comment on partage, n'est-ce pas, la chose qui est en dispute, donc la question de l'intérêt, la question de communication et enfin la question des attitudes. Ces trois éléments sont les identités remarquables à chaque fois qu'il y a une situation de conflit. Soit c'est un intérêt qui est en jeu, soit c'est une façon, c'est une attitude, un orgueil, une façon de mépriser l'autre qui est en jeu, ou c'est une question de communication. Alors, quand les éléments d'approche, de solution, n'est-ce pas, au niveau des pays africains, quand ces éléments-là, on ne tient pas compte donc de tous ces éléments que je viens de vous dire, les approches de solution sont toujours inefficaces, dans la mesure où ceux qui sont derrière souvent les conflits sont externes à l'Afrique et utilisent justement les mécanismes qu'ils ont implantés pour leur zone d'influence, les ressources, le fait de ne pas considérer l'homme africain le fait de ne pas considérer l'homme africain dans cette hiérarchisation de la race, tous ces éléments-là sont des facteurs du casus belli et qui sont à la base du conflit. Donc, il me semble d'une certaine manière qu'il faut une réflexion globale sur la question du conflit et aussi développer une forme de rapport, n'est-ce pas, assez naturaliste vis-à-vis du conflit pour comprendre que le conflit va toujours exister. Il nous appartient de prendre le devant des choses et de maîtriser les mécanismes du conflit de façon à préserver le conflit. Mais si nous sommes dans une approche, je dirais, moraliste, nous serons toujours ces victimes, nous allons toujours avoir nos yeux pour pleurer, et tous les éléments de violence ne vont pas émouvoir ceux qui font la violence. La preuve, l'esclavage n'a pas, jusqu'à preuve du contraire, ému, n'est-ce pas, les États esclavagistes. Ils ne se sont pas, ils ne se sont pas excusés, ou les excuses sont seulement sur le bout des lèvres. Il n'y a pas de réparation. Il n'y a pas aussi de régler les mécanismes qui ont amené à l'esclavage. La question de la colonisation aussi, toujours mise en procès, qui n'est pas... Alors, on entend encore des dirigeants européens dire on ne va pas s'excuser. On ne va pas s'excuser, on assume, parce qu'ils sont le fruit de cette violence. Leurs parents, leurs grands-parents ont fait violence pour qu'eux, ils soient dans les bonnes conditions aujourd'hui. Donc, ils ne peuvent pas le remettre en cause. Finalement, le conflit devient un moyen d'existence, d'assurer son existence. Donc, il faudrait qu'on le comprenne sur le plan philosophique, sur le plan historique, et maintenant, comprendre les éléments du casus belli pour être en mesure de créer un cadre plus ou moins paisible, en tout cas, pour le continent africain. Mais on ne peut pas le penser si on ne pense pas l'Afrique dans sa globalité, si on ne maîtrise pas nos océans, si on n'a pas une idée que Dr Sangwa appelle les éléments de puissance. Quand on ne développe pas ces éléments de puissance, dans cette jungle de la prédation, on sera toujours malheureusement des victimes du conflit. Le conflit moteur de l'histoire, le conflit moteur du progrès aussi, le conflit qui remet en cause cette dynamique, n'est-ce pas, de l'existence. Et il faut, si on veut encore élargir, et je m'arrête là, si on veut encore élargir la réflexion sur le conflit et qu'on sorte de notre monde terrestre, on va dans la cosmologie, on se rend compte que l'univers est violent. L'univers est violent, c'est une dynamique de mouvement, et c'est-à-dire d'énergie. Et l'énergie en soi n'a pas de sentiment. Vous comprenez? Alors, donc, c'est une question de maîtriser ces principes de science, de cosmologie, de comprendre que notre Terre sur laquelle nous sommes, elle-même est en mouvement 1000 km à l'heure,
dans une orbite autour du Soleil où le Soleil lui-même est le cœur automatogène des explosions nucléaires. Nous sommes là dans l'énergie. Ceux qui maîtrisent l'énergie deviennent le maître du monde et de l'existence. Et donc, il faut que les Africains l'intègrent et travaillent à maîtriser l'énergie. Merci à vous, Chielou.